une bonne cooptation des plans profonds, puisqu'il y a aponévrose, et superficiels, tels que la peau. Et aussi en minimisant le risque d'inflammation, d'infection, de lâchage et de cicatrices inesthétiques. On va faire un peu d'historique. De tout temps, l'homme fut confronté au traitement des plaies. Babyloniens, Égyptiens et Indiens furent les premiers à nous transmettre leur savoir. C'est la médecine arabe, puis la médecine de la Renaissance, qui ont redécouvert certaines connaissances millénaires. L'utilisation de l'anesthésie et la découverte de l'antisepsie ont permis d'étendre au cours du 19e et du 20e siècle l'art des ligatures et des sutures. On va prendre l'exemple de Abul Hassis. Abul Hassis fut le premier à avoir séparé la chirurgie des autres sciences médicales comme une entité à part, ayant pour objectif l'étude de la dissection sur cadavres et sur corps vivants. Aussi, il fut le premier à arrêter des hémorragies en ligaturant des artères et aussi à transmettre à ses étudiants une nouvelle manière de suture. Bon, c'est pas une nouvelle, c'est une ancienne manière qui consiste à suturer avec deux aiguilles. On a deux aiguilles avec un seul fil et on suture comme ça. Les principes généraux. Concernant la marche à suivre, bien sûr, après avoir mis nos gants, on commence par la désinfection. Pour une extrémité, la faire tremper dans une solution désinfectante à type de bétadine. On réalise notre anesthésie, on fait le lavage, l'ablation de corps étrangers, le brossage, on explore, on fait le barrage qui consiste à exciser un éventuel tissu nécrosé, sachant que ce barrage doit être adapté à la situation de la plaie, évité au visage, être abondant plus ou moins au niveau du tissu adipeux et très économe au niveau de la peau. Et on terminera par la suture en s'aidant si besoin de points provisoires. Concernant l'adaptabilité, une suture ne s'impose pas toujours. Exemple, une plaie linéaire de moins de 5 mm sur le front ou bien la joue d'un enfant peut bénéficier d'un stem stéristrip. Autre exemple, une plaie superficielle du visage peut être fermée par la colle cutanée, colle biologique. Concernant l'anesthésie, il existe un théorème à respecter. L'anesthésie vient avant l'exploration, mais après le testing sensitif d'aval. C'est-à-dire, quand on est devant une plaie, on fait le testing sensitif, puis on fait notre anesthésie et on explore. La technique, il faut éviter de piquer la peau à partir des berges de la plaie, pour des raisons bien sûr de dissémination septique. Une bonne méthode consiste à piquer à distance de la plaie dans ses axes, de manière à pouvoir accéder aux deux berges de façon symétrique. Concernant le passage du fil, l'aiguille doit pénétrer la peau à un angle droit par un simple translation, puis à bonne profondeur doit effectuer un mouvement de bascule pour passer la plaie parallèlement à la peau. Concernant l'écart entre les points, il existe une règle à respecter, c'est la règle des carrés. L'écart entre deux nœuds successifs est identique à la largeur du point. Cette précaution donne les meilleurs résultats en matière de cicatrisation, évite la surcharge de points qui n'apporterait qu'une ischémie supplémentaire et évite les points trop éloignés qui laissent des bâillements inesthétiques. Concernant le matériel, généralement, on doit disposer d'un porte-aiguille, de ciseaux. Il y a plusieurs types de ciseaux. Il y a les ciseaux à pointe-mousse, stérilectomie, les courbés, les recourbés. On a les pinces atromatiques. Bien sûr, là, c'est un porte-coton. Matériel de suture. On va commencer par le fil de suture. Action droite, mais sur un nœud. La couleur nous permettra bien sûr d'individualiser le fil sur un champ. Et le diamètre, on a plusieurs diamètres allant du 7 jusqu'au 11,0. Plus il y a des zéros, plus le diamètre est fin. Par exemple, le 7,0, c'est un diamètre équivalent au cheveu humain. Les qualités biologiques, la résorbabilité, c'est l'aptitude du fil à perdre sa résistance. Dans le temps, bien sûr, la stérilité qui est fondamentale et absolue, bien sûr, la biocompatibilité, bien que la quantité de fil est minime dans une plaie suturée, il reste un corps étranger qui peut provoquer une inflammation.
les qualités évaluables. La glissance, elle permet bien sûr un passage et une réalisation aisée du nœud. Elle est très recherchée par les chirurgiens. La souplesse, on a le fil pour ce qui est de la souplesse, le fil de référence, c'est de la soie. L'élasticité, c'est ce qui permet au chirurgien de doser le degré de serrage de son nœud. Et la plasticité, c'est l'aptitude du fil à se déformer. La classification des fils, on a deux types de fils. On a les monofils et les fils tressés, tous les deux ayant des avantages et des inconvénients. Voilà quelques exemples. Pour ce qui est des fils résorbables, on a le monocril, le vitril tressé traité. Des fils non résorbables, on a le prolène, l'éthicrin, l'acier, le mersuture et la soie, bien sûr. Les aiguilles, faites généralement en acier inoxydable, enduite ou non, elles se caractérisent par une pointe, une longueur, un corps et une courbure. Pour ce qui est des pointes, il existe plusieurs types de pointes. On a les pointes mousse, les pointes de précision spatulées, très utilisées en chirurgie esthétique, la pointe spatulée qui est utilisée beaucoup plus en chirurgie ophtalmique, les pointes triangulaires inversées, les pointes rondes, les pointes triangulaires et la pointe tapercuting, c'est une pointe qui est faite de 3 arêtes qui se rejoignent sur un corps rond et ces arêtes sont tranchantes, elles sont utilisées beaucoup plus lors de l'abord de tissus scléreux ou calcifiés. Pour ce qui est de la longueur, elle va du talon de l'aiguille jusqu'à la pointe. Le corps, la même chose, on a plusieurs types de corps, le corps rond, le rond tapercute, le modifié, le taper modifié et la pointe. Les courbures, plus le plan est profond, plus l'aiguille doit être courbée. On a des courbures d'un demi-cercle, d'un quart de cercle, d'un 3/8 de cercle et de 5/8 de cercle. Comment dire un emballage de fil de suture? Voilà, le vitril, c'est la dénomination du fil et sa composition. Le 90 cm, c'est la longueur du fil. Le 2,0, c'est le calibre du fil. Le 36 mm 1,2C, c'est le rayon et la courbure de l'aiguille. Le petit cercle avec le petit point noir au milieu, c'est la section de la pointe. Le stérile EO, c'est le mode de stérilisation, oxyde d'éthylène. Le 2 barré, ça veut dire usage unique. Et le point d'exclamation, c'est voir une notice d'instruction. On arrive au porte-aiguille. Le porte-aiguille, tout porte-aiguille comporte des éléments incontournables qui sont les deux anneaux où se placeront le pouce et l'annulaire, la crémaillère, 2 branches qui vont s'unir par l'articulation et les morts, bien sûr, où va loger l'aiguille et bien sûr qui assureront sa stabilité tout au long du geste. Voilà quelques types de porte-aiguilles, des ciseaux, etc. Ici, on a des ciseaux à fil courbés et une pince sans griffe, la pince achromatique. On arrive aux nœuds. On a les nœuds à la main et les nœuds à la pince. Je vais être bref sur les nœuds parce que, bien sûr, ça sera au niveau de l'atelier, va détailler plus. On a des nœuds à 2 doigts, des nœuds à 1 doigt et le nœud à la pince. Les différentes techniques de suture. Les points visibles. On va commencer par le point de Poussin. C'est le point le plus utilisé. On peut l'utiliser partout, au visage, aux membres. On utilise généralement du fil qui est non résorbable. Il existe bien sûr des règles à respecter. C'est que d'abord, on va respecter la règle des carrés que j'ai cité tout à l'heure. Il faut bien sûr s'assurer d'avoir un affrontement correct des 2 berges. Aussi, lorsqu'on fait notre nœud, s'assurer qu'il repose à côté et non pas à cheval de la plaie. Le point de Blair donatif. Le point de Blair donatif, c'est un point un peu plus difficile à réaliser. Donc, on peut le faire avec du fil résorbable ou non. Il faut surtout s'assurer lors du passage du brin supérieur à assurer bien sûr un bon affrontement correct pour ne pas avoir une cicatrice disgracieuse. Là,
C'est une vidéo qui va montrer à peu près comment on peut réaliser un point simple. Donc vous voyez, on retire l'aiguille de son emballage. On s'assure qu'elle soit bien positionnée. Donc vous voyez. On va se mettre à angle droit en s'aidant d'une pince achromatique. L'aiguille pénètre, on la retire par la pince achromatique et on refait le même geste pour la verge opposée. On fait glisser le fil. On fait passer le chef blanc 2 fois sur la pince. On revient au chef libre. On le fixe. Et voilà notre nœud qui est fait. On refait le même geste du sens posé maintenant pour assurer que le nœud soit bien. Voilà. Et on serre. On a aussi le surjet simple, le surjet épidermique ou surjet en U. C'est vraiment des types de sutures très anesthétiques, mais qui retrouvent encore leur place dans tout ce qui est plaies du cuir chevelu ou bien des muqueuses. Là, on va parler des sutures esthétiques. On a le point inversé. Le point inversé qui est très difficile à réaliser et qui représente le point de suture des plans profonds par excellence. Dans ce cas-là, quand on veut réaliser un point inversé, on doit utiliser obligatoirement du fil résorbable. D'abord, on fait pénétrer l'aiguille. Quand on affronte une verge, on va aller de la profondeur vers la superficie sans ressortir de la peau, puis affronter la verge ventrolatérale par son synthèse. J'aurais aimé mettre des vidéos, mais comme on est un peu limité par le temps, je propose que l'atelier s'occupe des... Vous pouvez voir les vidéos au niveau de l'atelier, c'est mieux. Il faut savoir que le point inversé, c'est le point des plaques profondes par excellence. Le surjet intradermique ou les variations autosomes internes aussi, c'est le point de suture esthétique par excellence qui consiste à faire défiler le fil tout au long de la plaie sans ressortir à l'épiderme. On peut utiliser le fil résorbable ou non résorbable, ce n'est pas un problème. Là, c'est des points spéciaux et des situations particulières. Bon, on a des points en U, c'est vraiment sont utilisés dans les cas où la plaie se situe dans une zone où il y a une traction, où ça nécessite beaucoup de force. Les points en croix ou bien en X, c'est beaucoup plus un point hémostatique qu'un point de suture. On a les agrafes. Les agrafes qui est la solution la plus rapide pour suturer une plaie. C'est généralement ce qui s'utilise en médecine de garde. On a une agrafe stérile, munie et jetable, munie bien sûr d'agrafes pour assurer l'étanchéité de la plaie. Les stéristrips ou les bandes adhésives, c'est des bandes qui sont très résistantes, qu'on retrouve partout dans les pharmacies ou bien généralement dans les pharmacies qu'on utilise. Ils ont 2 utilités. Soit c'est un moyen d'affrontement lorsque la plaie ne nécessite pas des points, ou bien ils retrouvent maintenant, ils sont utilisés comme moyen de sécurité. En chirurgie esthétique, là, comme vous voyez, ils renforcent et assurent la sécurité des sutures du surjet intradermique. Voilà. On a le collage cutané. Voilà. La plaie, on va bien sûr, après exploration et lavage et désinfection, on met notre colle et on aura bien sûr une plaie qui est suturée
sans besoin de pain ou de fil, sachant que la colle elle-même est munie d'un anti-inflammatoire et d'un antiseptique. Suture au laser, qui est très utilisé en Israël, mais qui est encore en cours d'évaluation. On n'a pas beaucoup d'informations sur ça. Particularité des sutures ORL, pour la peau, le chirurgien doit respecter lors des sutures cutanées, faciales, des lignes, des rides du visage, tout ce qui est sphincter buccal, palpébral et tout ça. Pour ce qui est des plaies du front, ou bien les plaies du visage, on a d'abord les plaies du front pectiformes, elles peuvent bénéficier simplement d'un stéristrip linéaire. Il faut évaluer le préjudice en réalité. Pour ce qui est des plaies de l'arcade sourcilière, elle expose essentiellement deux problèmes. La difficulté de suture en raison de la pilosité et le saignement qui est volontairement abondant à ce niveau. Souvenons-nous que les sourcils ont pour nous deux fonctions importantes. Ils protègent l'œil du ruissellement, ils cachent la cicatrice aussi. Donc il ne faut pas les sacrifier. Sauf pour ceux qui trouvent ça quelque chose de fashion ou super moderne. Les plaies du nez. Les plaies du nez peuvent être soit isolées, les franges, soit entrées dans le cadre de lésions plus générales de la face. Fracture, perte de substance, etc. Un cas particulier fréquent, c'est les blessures par les lunettes. Elle se produit généralement après un choc direct qui produit une plaie souvent de forme triangulaire à base distale. Surtout avec l'innovation des Google lunettes. Généralement, peut-être qu'en 2015, on aura tous des lunettes pareilles qui nous permettront de nous connecter partout. Donc, on sera plus exposé à faire des lésions du nez. Les plaies de la joue, en dépit d'une prise en charge correcte, qui sont généralement très anesthétiques, pensez toujours aux lésions du canal de Sténon, pensez aux lésions du nerf facial, toujours pensez à explorer la sensibilité du visage, et notre majeure précaution est d'obtenir la suture la plus esthétique possible. Et il y a aussi un cas particulier, c'est ceux qui possèdent des fossettes. Pour la suture, il faut demander aux patients de sourire pour faire nos points. Les plaies du menton, elles sont généralement peu visibles après cicatrisation en raison de leur position et toujours penser à explorer l'articulation temporo-mandibulaire. Pour ce qui est des plaies des lèvres, une précaution lorsque la plaie elle déborde de la limite de la lèvre, il faut être particulièrement vigilant au bon réalignement de la jonction cutanéo-muqueuse sous peine de cicatrices disgracieuses. Les plaies des oreilles, là c'est deux images qui montrent une section au niveau du bord libre, du bord libre, voilà. Mais elle est ancienne, généralement on est confronté à des cas plus frais, lors de vols d'oreilles chez les femmes surtout. Donc il faut s'assurer toujours veiller à ne pas créer la marche d'escalier lorsque la plaie concerne le bord libre. Les plaies de la langue, elles sont très fréquentes. En général, il y a une morsure. Et aussi ne pas oublier que devant toute morsure de la langue, il faut penser à une crise comidiale. On arrive au recontrôle et au retrait des fils. Comment recontrôler? Il s'agit là d'une question d'école et de cas particuliers. Certains ne revoient les patients qu'à l'ablation du fil, si utilisation du fil dans les orbables. D'autres préfèrent contrôler les premiers pansements, H2 par exemple. D'autres encore préfèrent suivre le patient jusqu'à cicatrisation. Mais là, j'ai mis la photo de blablabla parce que généralement, les patients, ils viennent, ils se font suturer, ils rentrent, ils ne cherchent pas à savoir. Même nous, on a fini par abandonner, à les conseiller de revenir à J2 ou d'aller faire la toilette de la plaie, etc. Le retrait des fils. Le délai moyen de cicatrisation cutanée, les délais moyens de cicatrisation cutanée sont les suivants. Pour les paupières, c'est de 3 à 4 jours, visage, c'est de 6 à 7 jours, abdomen, 12 à 14 jours, dos, 14 jours, mains, 5 à 18 jours, reste du corps, 10 à 12 jours. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'au niveau du visage, la chose qui est la plus importante, c'est qu'au niveau du visage, chez un enfant,
fait le retrait du fil entre 3e et 5e jour, et chez l'adulte, c'est entre 5e et 7e jour. En conclusion, dans la pratique, nous retiendrons que suturer et pratiquer un acte chirurgical fondamental qui consiste à assurer une bonne coaptation des plans profonds et plans superficiels pour obtenir une cicatrisation de qualité, le respect d'une suture cutanée, le secret d'une suture cutanée correcte est le terme, qui est le seul plan résistant sur lequel on peut s'appuyer, sauf exception topographique. Ce plan dernier est le seul qui soit indispensable, sans oublier la pratique du médecin lui-même. Merci beaucoup.